Bonsoir et bienvenue sur Onde Positive, le podcast 100% inspirant. Alors ce soir, j'ai le plaisir, l'immense plaisir de recevoir une icône, une figure emblématique des médias marocains, un fondateur, un grand monsieur du sport, Karim Dronné. Karim Dronné, bonsoir et merci d'avoir répondu à Onde Positive. Bonsoir Nordine, et c'est toujours un plaisir de répondre à vos sollicitations et c'est vrai que ça fait plaisir également de participer à cette émission parce que la pensée positive, pour moi, c'est un credo. Merci beaucoup, Karim. Alors, Karim, qu'est-ce que ça vous fait d'être de l'autre côté? J'ai inversé les rôles ce soir. Vous avez l'habitude de poser des questions, de Ouais. recevoir des invités. Qu'est-ce que ça vous fait d'être de l'autre côté? Ah, bah, je trouve que c'est assez sympathique. Ça fait moins de travail déjà pour moi parce que je vais vous répondre toujours sincèrement, avec sincérité et avec également franchise. Donc, moi, j'ai beaucoup moins de travail que vous parce que vous allez devoir fouiller dans ma vie. C'est sûr. Donc, pour moi, c'est assez tranquille, ça va. D'accord, très bien. Alors, Karim, je sais que tu as été un des fondateurs de 2M, hein. Tu as été, je veux dire, à l'origine du sport ou du magazine Sport à 2M. Mais avant d'arriver sur ton parcours sur 2M, j'aimerais bien que tu nous relates un petit peu ton expérience aujourd'hui à Radio Atlantique. Je sais que tu es quelqu'un qui a commencé dans la radio en France. Oui, tout à fait, Alouette FM. Voilà. Mm. Alors, raconte-nous brièvement ton expérience, ton aventure à Atlantique Radio. Alors l'aventure avec Atlantic Radio a démarré il y a une douzaine d'années. Mhm. J'avais été à l'époque rencontrer Nadia Salah, qui était la directrice des rédactions. Et j'avais envie de retrouver le monde de la radio, Mhm. justement. Et elle m'a dit, quand est-ce que tu peux commencer? Bah, je dis, quand vous voulez. Demain, ça te va? Je dis, bah oui, dès demain. Et c'est passé comme ça. Donc je suis arrivé effectivement à la rédaction d'Atlantique, très bien accueilli. J'ai trouvé que c'était très professionnel. Ça travaillait un petit peu comme dans une ruche, mais en silence. Ça me Mhm. changeait énormément du monde de la télé où il y avait toujours de l'effervescence, des cris dans les couloirs. Là, c'était vraiment une certaine sérénité au niveau de la rédaction. Chacun concentré sur son travail avec son casque sur les oreilles. Et j'ai ressenti tout de suite beaucoup de professionnalisme. Et c'est vrai, d'ailleurs, ça ne s'est pas démenti par la suite. Mhm. Les gens qui travaillent à Atlantic Radio sont de grands professionnels. Ils font correctement leur travail. Et donc, c'est une atmosphère assez apaisante finalement. Et on est concentré sur son travail. Donc, j'ai bien aimé. Puis, la ligne éditoriale aussi me convenait, puisqu'on est à peu près la même ligne éditoriale que l'Économiste. Hein, c'est le même groupe. Mhm. Et donc, politique, économie, il n'y avait pas le sport. Donc, j'ai introduit le sport sur l'antenne d'Atlantic Radio avec un magazine sport et ensuite des rendez-vous presque quotidiens donc c'est pour les auditeurs. Alors, quel est l'impact que vous avez eu aujourd'hui sur les auditeurs qui avaient l'habitude d'être téléspectateurs, de vous regarder à l'écran? Alors ça, faudrait leur poser la question, je ne sais pas, mais je sais qu'en tout cas, beaucoup de gens Vos m'écoutent. amis, votre entourage? Bah, écoutez, j'avais déjà eu une expérience avant d'arriver à Atlantic Radio avec Oui. Radio 2M. Donc là, je suis dans un autre univers et on a l'avantage effectivement d'avoir une logique de groupe avec Ecomédia. Mhm. Donc il y a des relais qui se font aussi au niveau de la presse écrite. Donc il y avait des bandeaux qui paraissaient dans le journal L'Économiste annonçant mes émissions. Donc il y avait un relais médiatique peut-être plus important qu'avec Mhm. 2M concernant la radio. Et ce qui fait que finalement, j'ai peut-être gagné plus en notoriété en étant à Atlantic Radio qu'à 2M, parce qu'il y avait plus de relais d'information qui mettaient en valeur mes émissions ou mes podcasts également. Donc j'ai trouvé que c'était une bonne expérience et je pense que j'ai remarqué d'ailleurs, parce que je me prenais souvent sur le voie Massira, il y a beaucoup de gens qui me disaient «Ah bonjour Karim, c'est Karim, ça va, vous allez bien?» Avant, quand j'étais à 2M, on ne faisait pas autant de bonjour dans la rue. Donc D'accord. je pense que ça a un réel impact au niveau des auditeurs aussi. C'est vrai que Ah oui, toi, c'est mieux. tu m'as Ouais, permis ça. ouais. C'est vrai que tu as une voix on reconnaît facilement. Je veux dire, Karim Dronné, que Mm, ça soit à la radio, à la télé, mm, sans te regarder, on dit ça, c'est la voix de Karim Dronné. mm. Toi qui es un professionnel, est-ce qu'une voix est très importante pour percer dans le domaine médiatique, notamment à la radio? Je pense que oui. Moi, je suis un peu de l'école de RTL, Oui. avec Philippe Labro à l'époque, qui
qui justement cherchait des voix. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais il y avait un présentateur, enfin un animateur de RTL qui faisait la météo, qui avait une voix, mais alors complètement cassée, éraillée. Bah, c'était ça la touche RTL, c'est qu'on pouvait avoir des voix éraillées, mais les auditeurs reconnaissaient le bulletin météo Ouais. grâce à cette voix qui était complètement anachronique par Mm. rapport à la radio. Donc c'est vrai que la voix c'est très important. Et ça se travaille aussi. Moi, j'ai appris à la travailler quand j'étais à l'Ouest FM, donc au tout début Mhm. de ma carrière. Une radio qui fonctionnait un petit peu comme le périphérique en France, comme Europe 1 ou RMC. Et j'avais côtoyé donc de grands professionnels de la radio et on a travaillé beaucoup la voix. Beaucoup la voix et la voix en radio est quelque chose de très important, oui. Avant de revenir, Karim, sur Mm, ton extraordinaire parcours à 2M, mm. en discutant l'autre jour, tu m'as fait savoir que le journalisme, tu l'avais dans le sang. Bien avant de décrocher ton diplôme, de commencer, Mm. tu étais dans les backstage et tu faisais avec un calepin, tu faisais le journaliste. Oui, alors Raconte-nous ça, Alors, en fait, Henri. ça remonte beaucoup plus loin que ça, parce que quand j'étais petit, j'avais 4 5 ans, et déjà, ma mère, Lahma, Que me Dieu. disait, m'appelait Radio Luxembourg. Je n'arrêtais pas de parler déjà à l'époque. Et c'est vrai que j'étais très attiré par ce monde du journalisme. J'étais un fan de Tintin et Milou, surtout Oui. Tintin, évidemment, reporter, et j'avais tous les albums. Et dès que j'ai été en âge de pouvoir le Mhm. faire et avec une certaine maturité, eh bien, je passais mes mercredis après-midi, par exemple, à enregistrer des émissions Mhm. avec ma radiocassette. J'enregistrais des émissions, je faisais des montages, des mixages avec une simple radiocassette. Et on vendait même les cassettes après dans la cour de l'école pour ceux qui voulaient écouter nos émissions. Donc on était déjà un peu bercé là-dedans. Ensuite, quand j'étais à Bordeaux, effectivement, en école de journalisme à Bordeaux, j'étais en fait dans j'étais dans l'option relations publiques et publicité. Mais Mhm. comme j'avais très peu d'heures de cours, je passais tout mon temps avec la section journaliste. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils n'avaient pas de photographe de presse. Et donc, je me suis proposé d'être leur photographe de presse pour le journal de l'école. Et c'est comme ça que j'ai introduit ce monde de la presse. Et comme j'étais les week-ends bloqué à Bordeaux, je Mhm. rentrais pas toujours à Nantes, ma ville natale, je suis allé taper à la porte du plus grand jeu quotidien de la place, qui était le journal Sud-Ouest. Mhm. Et il y avait une radio, ils avaient une radio qui s'appelait Radio 100. Et je leur ai dit de donnez-moi une carte et un magnétophone. Et moi, comme je suis là tous les week-ends, je vais vous faire tous les backstage. C'est-à-dire toutes les stars qui allaient venir pour un concert à Bordeaux. Et bon, ils ont joué un petit peu le jeu avec moi. Et Mhm. j'ai donc fait des interviews avec Catherine Lara, Tian Dao, les Rita Mitsuko, Mhm. les Stranglers. Et à l'époque, ça me permettait de voir les concerts gratuitement, puis surtout de côtoyer ce monde de C'est la musique, du business, voilà, du du showbiz. showbiz, je veux Voilà, dire, oui. voilà. Et donc voilà, c'est un petit peu comme j'ai démarré un petit peu dans le reportage, et j'étais plutôt dans la musique à l'époque, hein. Et je travaillais aussi pour une association qui était le Goethe Institut et qui Mhm. avait aussi une radio qui diffusait. Alors je faisais la revue de presse, je faisais la traduction des journaux allemands en Mhm. français et je faisais la revue de presse pour cette radio-là. D'accord. Mm. Venons-en maintenant à ton expérience, Karim, à 2M. Tu arrives au Maroc, Le, les di- années 89, c'est le ça? 19 juin 89 Voilà. précisément. Mm. Effectivement, tu en parles dans ton livre, Mm. Mon Invisible, sur Mm. lequel on va revenir. Alors raconte-nous un petit peu comment ça s'est fait, comment tu es arrivé, comment tu as pu, bien sûr, voir ta place dans une grande chaîne qui venait de commencer. Et là aussi, tu vas fonder, bien entendu, le magazine Sport qui n'existait pas aussi. Alors là, je vais rectifier parce que le magazine Sport Oui, existait déjà. Il y avait, d'accord. la chaîne a été créée le 4 mars Uhum. 89. Moi, je suis arrivé le 19 juin. Il y avait un magazine Sport qui était présenté par notre était ami Omar Salim, qui Ah, venait de Média TV tous les lundis pour présenter ce magazine Sport. Et en fait, il y avait une toute petite équipe. Il y avait Abdelatif Shraibi, qui mhm. venait de Meknes, qui était un spécialiste du monde du cyclisme, Ouais, et Hassan Fatih, qui était plutôt arabisant, mais ouais. qui apportait sa contribution également à ce magazine en montant les images, les séquences qu'on recevait par les faisceaux satellitaires, donc des matchs, des extraits de matchs, Mhm. tout ça. Et donc, je suis arrivé le 19 juin 89, plus pour structurer un petit peu ce service sport.
Mais en fait, la jeunesse de tout ça, c'est que moi, j'étais déjà à Alouette FM et puis Mhm, j'en avais un peu marre de rester dans la radio. Comme je disais, j'aimais bien l'image aussi à travers la photo mhm, et j'avais envie d'avoir une plus grande expérience en télévision. Et j'avais quelqu'un, un jeune stagiaire à la radio qui s'appelait Frédéric Plisson, mhm, que vous connaissez peut-être, parce maintenant il est le journaliste sportif de Canal+. mhm, Et à l'époque, il était stagiaire et son papa connaissait très bien un certain Olivier Ray, qui était le fondateur du journal 11 mondial mhm, et qui était le présentateur vedette pour le football sur France 2, enfin c'était à l'époque Antenne 2. mhm. Et il a dit, oui, il y a un projet au Maroc de monter une chaîne de télévision un peu style Canal+, cryptée, et va voir Olivier Ray, peut-être qu'il a besoin de quelqu'un. Donc je suis monté à Paris, je ne connaissais pas Olivier Mhm. Ray, je me suis arrangé pour avoir ce rendez-vous avec lui, je suis allé le voir chez lui à la maison, et effectivement, il cherchait quelqu'un pour mettre en place les premiers contacts avec les fédérations marocaines de sport, poser les bases un petit peu de ce que serait le futur service des sports de la chaîne. Mhm. Et donc, j'ai eu un contrat de 3 mois, donc envoyé par la Sofratev, qui était une filiale de TDF, la Télédiffusion de France, Mhm. dans le cadre d'une coopération entre la France et le Maroc pour la mise en place donc de la chaîne 2M. Il y avait des gens de TF1, il y avait des gens de Canal qui étaient là aussi, des réalisateurs. Donc, il y avait toute une ruche là, d'experts de la Mhm. communication. Et moi, donc, je me suis retrouvé donc, dans un embryon de service des sports. Je me rappelle très bien quand je suis arrivé le 19 juin 89, il y avait une table et une chaise. C'est tout ce qu'il y avait, hein. Et après, on a terminé le service des sports. Je crois qu'on était à 14 journalistes quand même. Ouais. Donc, on a bien grandi. Puis, on a fait du sport. Une des signatures de Mhm. 2M, la fameuse bande-annonce qui se terminait par 2M, la chaîne du sport. Ouais. Voilà, c'était Ouais. parmi- C'était quelque chose. voilà, c'était quelque chose. J'en ai encore des frissons. Ouais, j'imagine. Et puis, tu arrives justement à 2M. Il y a de grands noms hein, que tu cites d'ailleurs dans ton livre Mon Invisible. Mm. De grands noms comme Omar Salim, dans le magazine Cinéma, je pense Salaki Ibrahim, aussi, oui, oui, Ibrahim. voilà, que tu cites Ouais. dans ton œuvre. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver avec ces grosses pointures? Bah, à l'époque, ils étaient un peu comme moi, ils débutaient. Oui. Donc, on a grandi ensemble. Mhm. Quand je dis grandi ensemble, c'est que on a véritablement grandi ensemble. Chacun apportant bah, son petit fragment d'expérience qu'il Mhm. avait pu acquérir auparavant. Et on était quand même très solidaires. La particularité de 2M, c'est tout d'abord le fait que cette chaîne, avant de démarrer en 89, Ouais. avait recruté 150 personnes dans tous les métiers de la télévision, qui sont partis à l'INA, à l'Institut national de Mhm. l'audiovisuel à Paris, pendant un an, qui ont vécu pendant un an tous ensemble. Et ça, c'est le noyau dur de la chaîne. Parce que quand on dit une chaîne de télévision, ce sont des maillons, hein, une chaîne. Ouais. Et il n'y a pas que le présentateur. Le présentateur n'est rien s'il n'y a pas le caméraman qui le filme. Le caméraman n'est rien s'il n'y a pas le Ouais. réalisateur derrière. Et tout ceci derrière s'il n'y a pas les gens de la diffusion hein, qui transmettent C'est un des travail transmissions. d'équipe. C'est un travail d'équipe. Tout à fait. Ouais. Et donc là, il y avait un noyau dur et qui existe toujours, hein, les anciens de 2M, c'est 150 Ouais. premiers. Et donc, on a tous collaboré les uns avec les autres. Moi, je me souviens, je m'étais lié d'amitié avec Anis Ajam et on avait lancé ensemble une Ouais. émission qui était sport et musique. Lui, il était musique, moi, j'étais sport. Ouais. Et c'était une émission qui passait juste avant le foot italien, qui mettait un petit peu l'ambiance faisait la transition Ouais. entre la musique, la variété et le monde du sport. Et bah, c'est comme ça qu'on a démarré tous, chacun en partageant nos expériences et en s'épaulant. Il y avait une vraie solidarité. Ouais. Euh, En dehors de cette image idéalisée du journaliste qu'on voit à la télé, on voit qu'on a envie d'être à sa place, on l'envie, etc., parce qu'il est médiatisé, connu, célèbre, etc. Il y a des réalités aussi du terrain. Mmh. Est-ce Oui. que Karim a dû affronter des difficultés, relever des défis du terrain quand tu as débarqué à 2M? Oui, bien sûr. Je me souviens, les débuts, on est toujours jugé et jaugé. Alors moi, c'est ce que j'ai fait quand je suis arrivé à 2M, pendant les 3 premiers mois, je suis resté très tard le soir à Mhm. 2M. Je restais même des fois jusqu'à 2 heures du matin. Je m'étais fait un défi de connaître parfaitement le montage, c'est-à-dire monter les images, Mhm. parce que je me suis dit, bon, la télévision, je venais de la radio, la télévision, c'est l'image. Et comme j'adore l'image, il faut que je maîtrise l'image Mhm. parfaitement. Et donc, je faisais le montage pour tout connaître du montage. Ouais. Comme ça, le jour où je dis au réalisateur, bah, tu mets ta caméra comme ça, il me dit non, c'est pas possible. J'ai dit si, c'est possible parce que tu dois faire comme ça. Et quelle Ouais. valeur de plan? Et je connaissais tout le langage.
et tu te fais respecter. Donc, c'est et sûr. puis, l'autre petite astuce aussi, c'est que pendant ces 3 mois, je captais beaucoup, la langue, le marocain, je Ouais. ne connaissais pas et j'essayais de comprendre. Donc il y avait des redondances de mots et j'essayais de comprendre. Et je disais rien jusqu'au jour, où j'étais avec, mon ami Choukri Alaoui qui était avec, un ingénieur du son et un caméraman que je ramenais, à la maison et il parlait en arabe et Choukri dit: «Celui-là, on arrête de parler en arabe parce qu'il comprend rien». Je dis, et là je lui réponds en arabe, je dis: «Asmania, regarde, fait le Kouchi». Il dit: «Oh, il parle arabe maintenant». Voilà. Bravo. Alors, j'ai une question par rapport aux interviews, que tu as dû, réaliser. Tu en as je ne sais pas combien, tu en as J'ai réalisé jamais durant ton compté. parcours, Mmh. Ouais. je suis sûr, innombrables. Mmh. Parmi ces interviews que tu as dû réaliser avec, j'imagine, de grandes personnalités du monde, sportif et j'en passe, quelle interview t'a le plus marqué? Ou la personnalité qui t'a le plus marqué, de par, je ne sais pas, Un sa peu. lucidité, Alors, il y a en fait, il c'est pas forcément une personnalité, il y a des gens que l'on rencontre qui, vous touchent au plus profond. Mmh. Je me souviens d'un vieux monsieur que j'avais rencontré, pendant le l'Aïd Kébir, sur la route comme ça, on s'était arrêté avec, la famille et puis, on commençait à discuter avec ce monsieur qui était presque, oui, il était centenaire Mmh. et qui avait été, un des libérateurs de la France, contre les nazis à l'époque. Il Mmh. était parmi les ce qu'on appelait les goumiers Ouais, les et il Goumiers. m'a raconté toute l'histoire. Bah, c'était une interview, riche, d'expériences, d'émotions et c'était tout un pan de l'histoire Maroc-France que je connaissais pas, donc c'était très Mmh. enrichissant. Donc je dis, il y a des personnalités qu'on rencontre quand on fait ce métier qui sont tout à fait touchants et qui sont aussi, enrichissantes, hein. C'est ça surtout en termes d'émotions et aussi en termes de qualités humaines. Ouais. Maintenant en termes d'interviews de grandes personnalités qui m'ont véritablement, marqué, incontestablement, c'est lorsque j'ai reçu, un grand acteur américain qui s'appelait, Tony Tony Curtis. Curtis. Ah, ça a été un grand moment parce que c'est un monsieur d'une simplicité extraordinaire. D'ailleurs, il a même refusé de se Mmh. faire maquiller, avant de passer à l'antenne sur 2M et il passait à l'antenne, il a même pas une goutte de sueur, il transpirait même pas. Ça veut dire tellement sa peau était habituée au projecteur et c'est un monsieur, bon, qui a côtoyé, Marilyn Monroe, qui a tout joué et je me souviens très bien d'une séquence parce que c'est notre regretté ami, Brahim Salaki qui avait fait Mmh. une petite séquence vidéo pour retracer sa carrière et qui a Brahim était quelqu'un de très talentueux dans le monde du cinéma, il connaissait Ouais. parfaitement, la sensibilité des acteurs. Il avait terminé cette séquence en passant un extrait de L'étrangleur de Boston et ça, c'est un film qui touche profondément, Tony Tony Curtis. Curtis et je remercie, Lahmo, mon ami Ah, Brahim parce que il a terminé cette séquence, ça a changé totalement, le sens de l'interview. Là, on était vraiment dans l'affectif et dans l'émotion et Tony Curtis s'est, livré complètement différemment. Il s'est dit, «Oh, je suis au Maroc et ces gens-là, ils connaissent ma carrière, ils ouais. savent, quel acteur j'ai été» et il était vraiment surpris et Ouais. très ému et à la fin, il s'est levé, il a fait: «Whatever, give me five» et on s'est levé sur le plateau du journal, on a claqué nos mains comme ça. Je vous assure que ça se voit, sur la caméra, Ouais. j'avais les larmes aux yeux, quoi. C'était Beaucoup aujourd'hui, d'émotions. Oui, ça se voit oui. peut-être pas à la caméra, mais j'ai Oui. encore, Ouais, les ouais, poils bien hérissés. moi, j'arrive à voir ça. Ouais. Voilà, c'était Que beaucoup d'émotions, d'émotions. ouais, beaucoup Ouais, d'émotions. c'est vrai, il y Mmh. a des Mmh. personnalités Bah, comme c'était toute mon ça. enfance, Tony Curtis, Amicalement Ouais. Vôtre avec Roger Moore. Grand monstre du cinéma Ouais, voilà, américain ouais, et exactement. toi, tu le reçois Ouais. sur le plateau. OK. Alors, comment, Karim, le grand journaliste, analyse aujourd'hui le rôle ou le travail du journaliste aujourd'hui face aux médias modernes, les réseaux sociaux? Ah, Voilà. c'est très compliqué. C'est très compliqué, bon, j'ai eu l'occasion, d'en parler avec des étudiants parce que j'ai donné des cours à l'école de Mmh. journalisme, de Derbourg, puis ça m'arrive souvent de donner des petites conférences comme ça, de participer à des tables rondes avec, des étudiants Mmh. qui sont intéressés évidemment par ce métier. Aujourd'hui, on est dans une période, très difficile, inquiétante aussi Mmh. et il est temps, je pense aussi de mettre des garde-fous à tout ce qui se passe par rapport à la technologie parce que, les défis que l'on va devoir relever demain, peuvent, être, je veux dire, sont véritablement dangereux lorsqu'on voit l'intelligence Mmh. artificielle Ouais.
on ne sait plus où est la réalité, où est-ce qu'il est le virtuel. Ouais. Je pense qu'il va falloir mettre des balises, comme on a fait un petit peu pour le web, mais encore plus fortes, parce que euh, celui qui manipule l'information, Mhm. c'est plus qu'un quatrième pouvoir, c'est le pouvoir. Et on peut faire passer des messages qui sont dangereux pour la société. Mhm. Donc je pense que ce sera le rôle un petit peu du journaliste de demain, de rester très vigilant sur l'information. Comme le disaient certains grands journalistes, l'information est sacrée, le commentaire est libre, l'information est sacrée. Donc il faut toujours Mhm. vérifier l'information, Information. ses sources, être sûr de ses sources avant de diffuser l'information. Après, on peut analyser, donner son point de vue, sa couleur politique, Ouais. ce que l'on veut. Mais l'information est sacrée, ce sera, je pense, le rôle du journaliste de demain d'être très vigilant sur la sacralité de l'information. D'accord. Euh, Qu'est-ce qui a poussé Karim Droney à devenir journaliste? Ah, bah, comme j'ai dit, hein, j'étais versé un petit peu je dis pas ce métier, je dis en fait c'est un sacerdoce. On ne devient pas journaliste Ouais. de 8 heures à 18 heures. On est journaliste H24 et 7 jours sur 7. Ce qui m'a poussé, je pense que c'est le fait d'être à l'écoute des gens, de son monde. Comme je dis, on a deux oreilles, deux yeux, deux narines et une seule bouche. Donc on doit d'abord absorber deux fois ce qui se Ouais. passe autour de nous avant de parler. Et c'est ça un petit peu parce qu'on a beaucoup de choses qui se passent autour de nous et notre rôle, nous, en tant que journalistes, c'est de transmettre ces messages, un petit peu d'être le relais, hein. Ouais. On travaille dans des médias et le média, c'est juste un relais de l'information. Et c'est ce qui me plaît, c'est qu'on est au contact avec les gens et on peut mettre en valeur certaines bonnes personnes qui Mhm. sont bonnes pour l'humanité, hein, par leur réflexion. Et c'est ça qui me plaît d'être ce relais, de faire sortir des gens de l'ombre, parce que je sens profondément que ces gens sont de bonnes personnes et qu'ils ont de bons messages à faire passer. Et c'est un peu ça mon rôle. Est-ce qu'il y a eu un journaliste en France bien avant d'arriver au Maroc que tu regardais, que tu admirais, que tu prenais pour une espèce de mentor, de modèle? Tu t'es dit, moi j'aimerais être celui-là. Ah oui, il y en a plusieurs, mais il y en a un particulier qui se détache. J'étais très jeune Oui. pour voir la profondeur de ce monsieur, mais c'est certainement monsieur Jacques Chancel, le grand échiquier. C'est un monsieur d'une culture phénoménale que j'ai eu la chance de rencontrer une fois Mhm. en Vendée. Et c'est un monsieur d'une simplicité, d'une modestie extraordinaire, mais c'est un érudit. C'est un monsieur qui avait de très très belles valeurs en plus, et qui nous a permis de faire rencontrer. Moi, je me souviens, il avait des invités extraordinaires, puis il savait comment mener son interview. C'était un Ouais. régal. Après, j'écoutais à la radio aussi sur France Inter. C'était un véritable puits de science la qualité des personnes qu'il avait, Ouais. on voyageait avec lui, quoi. C'était un très grand monsieur. J'aimais bien aussi Bernard Pivot. Ah Bernard oui, Pivot aussi, c'est un grand monsieur. Puis il y en a d'autres, hein, mais c'est les deux qui me marquent le plus, oui. d'accord. Bernard Pivot Mm, oui. fut Un, un ge- grand. ah oui, Moi, un je géant, regardais tout jeune ouais. Apostrophe, Apostrophe, voilà, puis ouais. Beyond Culture par la suite. Ouais, ouais. C'est vrai que c'est un géant. Mm. Alors, on a tous une philosophie dans la vie. Quelle est celle de notre ami Karim Droney? Ah, bah, je crois qu'elle est écrite là sur le mug, les ondes positives. Les ondes Voilà, positives. ma philosophie, c'est la pensée positive. Je pense que quand j'étais gamin, j'ai perdu mon père très jeune, d'ailleurs, j'en ai Oui, parlé tu dans en le... parles dans Mon Invisible. Voilà, Oui. et moi j'étais dans une Ouais. école catho, comme on disait à l'époque, Mhm. et effectivement j'avais un proviseur qui était, enfin qu'on appelait un préfet, qui était, oui, au-dessus du proviseur même du lycée, et qui était un abbé. Mhm. Bon, qui portait pas il avait juste une petite croix, c'était assez discret. Et dans une leçon de catéchisme, qui était en quelque sorte aussi comme un cours d'éducation civique et Ouais. un cours de la vie en général, Ouais. il avait pris une image qui m'a toujours marqué. Il m'a dit, vous êtes dans une pièce plongée dans l'obscurité. Et dans cette obscurité, vous allumez une petite bougie et il fait déjà un petit peu moins noir. Et cette petite bougie va en allumer une deuxième. Et plus les petites bougies s'allument, et plus on repousse l'obscurité. Eh bien,
C'est ça pour moi, ce qui est important aujourd'hui dans ce monde qui devient très compliqué, où il y a des horreurs qui se passent. Ouais, Je pense notamment à la Palestine ouais. et c'est important d'avoir, cette, petite lumière en soi et de la transmettre au plus grand nombre pour chasser justement les forces du mal et les forces du ténèbre. Donc c'est ça un petit peu ma philosophie, la pensée positive, c'est ça. Pour un monde, beaucoup Mmh. plus humaniste, plus solidaire, plus courageux aussi. Voilà, ça fait partie de mes valeurs aussi, voilà. Alors, justement, les Mmh mh. valeurs, quelles sont les valeurs, en dehors des valeurs, déontologiques du métier de Mmh. Mmh. journaliste, quelles sont les valeurs de notre ami Karim? Ah, Tu en alors parles dans Mon invisible ouais. plutôt, mais j'aimerais, les entendre, de vive voix de Alors déjà, il y a une chose dont je suis quasiment persuadé, que le premier péché de l'homme, c'est le mensonge. ouais. Si on enlève le mensonge, de notre univers, je pense que les rapports humains vont complètement changer. C'est pour ça que des fois la technologie peut être intéressante parce que je sais qu'il y a des recherches qui se font aujourd'hui pour pouvoir Mmh. communiquer par télépathie. Heu, je pense que là, on pourra voir réellement ce que pense, la personne en face et comme ça, on pourra éviter le mensonge. Pour moi, le mensonge, c'est le péché originel. C'est celui qui a complètement faussé les rapports humains entre les Mmh. hommes et déjà, si on élimine le mensonge, ce serait déjà une bonne chose. Donc, j'aime pas les menteurs, déjà. J'aime pas les gens qui mentent. Qui vous regardent droit dans les yeux et qui mentent, ça je ne supporte Ouais. pas. Maintenant les valeurs, je pense, d'abord c'est avoir le respect de soi-même. Ce qui est important également, c'est se connaître bien soi-même, et savoir où sont ses propres limites Mmh. et les repousser, ses propres limites, aller plus loin encore, avoir le courage aussi, ça c'est très important. Le courage, c'est très important. Des valeurs sûres. Mmh. Alors, j'arrive, à Mon invisible Mmh. justement et j'encourage, mes followers à le lire. C'est un livre, autobiographique, le premier de Karim Dronnet et ça ne Mmh. sera pas le dernier parce Mmh. qu'en discutant tout à l'heure, tu m'as dit que tu as commencé déjà Mmh. la suite, Mmh. ou le deuxième. Alors, je vous invite tous à le lire, hein, si vous aimez, hein, découvrir, les autobiographies, eh bien, c'en est un et très passionnant. Alors, j'arrive à Mon invisible. Alors, 1re question, c'est, pourquoi revenir sur un fait qui est quand même triste? L'incident, bien sûr, de la disparition de ton papa. Parce que c'est un événement, marquant, ça a été un exutoire pour moi ce passage. Mmh. C'est peut-être un des chapitres qui a été le plus dur à écrire. Oui, justement. J'ai mis, oui, 2 bonnes semaines pour l'écrire, Mmh. parce que, ces images-là, mon père est mort dans des conditions violentes, Mmh. et il s'est tiré une balle dans la tête. Ça avait été une nuit de cauchemar parce qu'il y avait tout un concours de circonstances qui ont fait qu'il fasse ce geste fatal. Mmh. Heu, mais bon, j'ai compris, hein, on a compris que en fait, il n'était pas dans son état normal. Il avait eu un Mmh. accident juste auparavant et sa tête avait heurté le pare-brise et il n'avait pas la pleine conscience, Oui. son esprit était, troublé, plus que troublé et donc il a commis ce geste, irréparable et cette nuit-là, ça a été vraiment une nuit de cauchemar parce qu'on l'a découvert avec ma mère Mmh. dans l'appartement. Ça a été une fracture, c'est une vraie fracture Mmh. et à l'époque, il y avait pas de comment ils appellent ça? Des cellules de crise ou, Oui. cellules Mmh. psychologiques. Donc, moi, je me souviens que le lendemain ou le surlendemain de la disparition de mon père, ma mère m'a dit, une chose assez violente, c'est vrai, mais réelle. Elle m'a dit: «Écoute mon fils, il n'y a plus que moi. Si je dois disparaître, tu es orphelin, mais tu es déjà orphelin. Alors prépare-toi à ça». J'avais 11 ans et sois un homme dès maintenant. Donc, bah, j'ai appris à faire la cuisine, j'ai appris à repasser pour aider ma mère, à faire, la couture quand il fallait, parce qu'on se retrouvait que tous les 2. Et elle avait plus les moyens financiers aussi d'avoir, une domestique qui vienne ou une Ouais. femme de ménage. Donc, on a été solidaires là-dessus et j'ai compris effectivement qu'il fallait que je me fasse par moi-même. C'est là que, je puisse être, forgé, j'avais un oncle aussi, qui est mon parrain, qui est quelqu'un de solide, Mmh. qui m'a donné cette force aussi en disant qu'il faut être courageux, il faut affronter les choses. Heu, donc voilà, c'est comme ça que, heu,
qu'est né quelque part Karim Dronet, enfin le nouveau. Ouais. Parce qu'avant, c'était une enfance assez docile. Bon, il y avait quelques épisodes, notamment des conflits entre ma mère et mon père, qui étaient assez violents. Mais là, ça a été une vraie fracture. Mhm. Donc, c'est pour ça que j'ai tenu à écrire cet épisode. Ça a été aussi pour moi l'occasion de tout sortir. D'accord. Voilà. Alors, justement, dans Mon Invisible, tu parles d'un grand voyage, un voyage de rêve avec une bande de copains. Mhm. Tu as toujours rêvé de faire le tour du monde, d'aller en Australie, justement avec une bande de copains. C'est vers l'âge de 20 ans, c'est ça? Ou Alors, bien avant? en fait, on avait lancé ce projet. On était dans une surprise party, une Mhm. boom, comme on disait à l'époque. On avait 13 ans. Et on a dit, on s'ennuyait. Et on a dit, où qu'on soit, quoi qu'on fasse, dans 10 ans, on prend le sac à dos Mhm. et on fait le tour du monde, on va en Australie. Quand on a pris cette décision, c'était en 1976. Et 10 ans plus tard, le 10 juin Ouais. 86, nous sommes partis. C'était la date de référence. Bon, on a préparé ce voyage pendant 2 ans auparavant parce qu'il y avait des histoires de vaccins, Ouais. notamment pour la fièvre jaune, c'était 18 mois, je crois, avec des rappels et tout ça. Mhm. Donc, on a préparé le voyage. Et le 10 juin 86, je suis parti avec mes deux meilleurs amis d'enfance à la conquête du monde. Donc, on est parti de Bretagne. Au début, on s'était fait un planning de faire entre 20 et 40 kilomètres par jour à pied. Mhm. Dès que on avait un budget donc de 20 francs français chacun, on avait travaillé pour ça, pour se mettre un peu d'argent de côté pour préparer ce voyage par jour. Donc ça nous faisait 60 francs à peu près, grosso modo, pour manger et être hébergé. Et donc, chaque fois que quelqu'un nous prenait en stop, bah, il nous faisait gagner des kilomètres et donc il nous faisait gagner de l'argent. Donc après, on pouvait prendre un petit hôtel un peu plus confortable, ainsi de suite. Et donc, on a traversé toute la France, on a traversé le nord d'Italie, on a traversé ensuite la Yougoslavie. On est resté Mhm. presque un mois en Yougoslavie, c'était la Yougoslavie à l'époque. Et ensuite, on est passé dans le Kosovo, on est passé par le nord de la Grèce, la Macédoine et la Turquie. Et en Turquie, on a voulu aller en Iran, mais à l'époque, c'était au moment de la révolution Mhm. islamique, les Français étaient non Impossible. grata. Donc, on est allé jusqu'à Ankara pour essayer d'avoir décroché le visa. Ils nous ont refusé. On a resté 8 jours. Puis après, on a dit, bon, c'est bon, c'est mort. On ne pourra pas avoir le visa pour l'Iran. Donc, on a fait tout le tour de la Turquie. On a profité pour visiter la Turquie. Puis après, on est revenu à Istanbul. Et d'Istanbul, on a pris de là, du coup, un avion pour aller à Karachi, au Pakistan. Mhm. Et là, on a rencontré quelqu'un qui avait vu que j'avais une carte de presse et qui voulait me montrer quelque chose qui se passait là-bas, dans les zones tribales, après Peshawar. C'était au moment de l'invasion soviétique. Mhm. Et dans cette région où il nous a conviés à nous rendre, il y avait un camp de réfugiés, le plus grand camp de réfugiés afghans qui fuyaient donc l'invasion soviétique. Un camp de 400 000 Afghans qui étaient là-bas et qui était géré par l'ONU et financé par l'Allemagne et la France. Et il avait vu que j'avais une carte de presse, il voulait que je relaie cette information parce que personne n'en parlait. Mhm. Et il voulait aussi qu'on montre que les avions soviétiques de l'époque rentraient en territoire Mhm. pakistanais pour bombarder ce camp qui était donc en territoire pakistanais. Donc il y avait des violations Oui. de l'espace aérien Mhm. et terrestre du Pakistan. Il voulait qu'on en parle. Et donc on est resté, on a été accueillis par un chef de tribu, sous la protection d'un chef de tribu. Mhm. Et on est resté un petit moment donc au Pakistan. Ensuite, on a traversé tout le Pakistan pour rejoindre Lahore, qui est le seul point de passage terrestre entre l'Inde et le Pakistan. Donc, et que toute marchandise soit passée à dos d'homme. Donc, d'un côté de la frontière pakistanaise, vous avez 150 porteurs qui sont avec un turban bleu. Du côté hindou, vous en avez autant, avec un turban rouge. Et ils se passent les marchandises Ouais. à dos d'homme au milieu de la frontière. Nous, on est passé donc ensuite en Inde et on est allé à New Delhi. De New Delhi, on est allé voir évidemment le Taj Mahal. Et après, on est monté au Népal, Katmandou. De Katmandou, on est parti à Pokhara, qui est le départ des treks pour rejoindre les Annapurna, l'Himalaya. On a fait un petit trek d'une semaine là-bas. Et puis, on est revenu ensuite sur l'Inde, à Benares, qui Mhm. est Varanasi, la ville sainte où on fait les crémations et on jette les corps dans le Gange. Et ensuite, on est arrivé à Calcutta. Bon, ça, c'était après 6 mois de voyage. Calcutta, c'était la misère de la misère. C'était vraiment déchirant. Je me souviens, sorti de l'hôtel un jour, il y avait un tas d'immondices. Il y avait des enfants Mhm. qui cherchaient à manger dans ce tas d'immondices. Et sur ce tas d'immondices, il y avait le cadavre d'un vieillard Oh, qui était là depuis 3 jours. waouh. C'était l'horreur. C'est vraiment l'horreur. Et là, j'ai dit, ça y est, ouais. Allez, Stop. stop. On devait partir après pour le Bangladesh. J'ai dit, c'est encore pire. Euh, moi, ça y est, je rentre. Voilà. Voilà. Mais ça, c'était un voyage. Saturé. Oui, ouais, ça y est. J'avais perdu 14 kilos en plus. Euh,
Je devrais peut-être y retourner. Euh, J'aimerais revenir sur une séquence. Je pense que c'est au Pakistan. Tu tombes malade. Mm. Et moi, j'ai trouvé ça d'une dimension humaine extraordinaire. Mm. Tu tombes malade, tu as la fièvre, c'est ça, Karim? Oui, Sinon, tu me corriges. oui, c'est ça, Voilà. Et il y avait toujours ce chef de de la tribu. tribu, Mm. justement, qui te gardait, hein, qui te parrainait. Et il y a un jeune homme qui part pendant 3 jours, et Dieu sait les transports au Pakistan, Ouais, mm. hein, pour aller te chercher des médicaments. Exactement, ouais, parce que c'était en fait le chef de la tribu avait désigné son plus jeune fils, il devait avoir 17 ans, Oui, pas plus, hein, pour aller chercher les médicaments à Islamabad. Donc c'était effectivement un voyage de 3 jours. Et moi j'étais en plein délire, j'avais une fièvre, oui. je commençais à halluciner même. 40-41 degrés, enfin, c'était une intoxication alimentaire, mais particulièrement violente. Et j'ai trouvé ce geste, moi aussi, tout à fait extraordinaire. Comment ce monsieur qui ne me connaissait pas du tout met en quelque sorte en jeu la vie de la chair de sa chair, de son fils peut-être le préféré, c'était le plus jeune, l'envoie de ce voyage à risque quand même, c'était pas évident, pour aller me chercher des médicaments alors qu'il ne me connaissait pas du tout. Et j'ai compris que ça a été pour moi déjà un premier éveil à la religion musulmane. J'ai dit, si un jour je dois me changer de religion, je serai musulman. Ça a été le premier Premier déclic. Oui, réflexe. oui, oui, Ouais. ça a été ça. Parce qu'il m'a sauvé la vie. Et puis, il n'y a pas que cet incident. Moi, j'estime que tu es un être qui est très chanceux. Parce que Oui, dans... alhamdoulilah. Voilà, Dieu merci, comme tu dis. Dans mon invisible, Mm, à plusieurs reprises, mm, tu échappes à la mort. mm. Oui, Et tu dis, c'est la baraka, c'est la grâce de Dieu. mm. Est-ce que ce sont ces moments-là qui te font réfléchir à la conversion, justement à ta conversion à l'islam? Pas forcément parce que en termes chronologiques, Oui. le premier épisode où je suis confronté à ma mort imminente, c'était en Grèce. Mhm. On s'est baigné dans des vagues avec mes amis. On s'est bien épuisé dans les vagues, de belles vagues. Et puis quand on a voulu revenir, le courant nous tirait vers l'arrière, vers le Mhm. large. Et on avait beau nager en crawl, on reculait. Et au bout d'un moment, on était complètement épuisé. J'avais mon copain Stéphane qui était à côté de moi. Je l'ai vu 2 fois euh, boire le bouillon, comme on dit. Wow. Et j'ai eu un réflexe. J'ai dit, bon, on était complètement épuisé. J'ai dit, mets-toi sur le dos, fais la planche. Mhm. Et là, il y avait le soleil. J'étais comme ça. Je regardais le soleil. Je dis, mon Dieu, j'ai pas envie de mourir maintenant. C'est pas possible. Et je sais pas, il s'est passé un petit. Pas une inversion des courants. Ouais. Et finalement, la mer nous a, au bout d'un moment, nous a rejetés sur le sable. On était complètement épuisés, on avait bu plusieurs fois la tasse. De ça, on a voulu qu'on vive encore ce jour-là, quoi. Après, il y en a eu d'autres épisodes, Oui. notamment là, Épisode. au Pakistan. Oui. Bon, on peut le dire, dans ces régions-là, c'était un coup de Ouais, tu gorge. l'as échappé belle, là. Je sais qu'à un moment, il y a eu un conciliabule. J'ai senti que c'était un peu chaud pour nous. Ouais. Euh, mais heureusement qu'on avait la protection de ce monsieur-là qui nous avait Mhm. accompagnés depuis Karachi, qui, je pense, travaillait pour les services secrets pakistanais. On était un petit peu sous sa Ouais. protection aussi. Mais c'est une région où on prend généralement les étrangers en Mhm. otage, on les dépouille, on demande des rançons. C'est vrai. Euh, Il n'y a pas beaucoup Et puis, il y de a un autre scrupules. épisode, Mm. et cette fois-ci, je pense que c'est au cours de ton travail, un reportage pour Deuxième, je pense. Ah, oui. C'était un raid de catamaran qu'on avait suivi depuis la plage de Médiec. Mhm. Et moi, j'étais à bord d'un petit Zodiac de la Fédération royale marocaine de voile, avec deux représentants de la fédération et caméraman. Et on a traversé le détroit de Gibraltar. Et juste au moment où on traversait le détroit de Gibraltar, au moment où les deux mers se rencontrent, le moteur tombe en panne. Donc on était une coquille de noix, là, en plein milieu de l'océan. Et c'était une vraie bouilloire. Il y avait de l'eau qui venait de tous les côtés, Ouais. des courants. Euh, on était ballottés de tous les côtés. Et ouais, ça a été très chaud là, à ce moment-là aussi. Et finalement, on a été secouru par un cormoran de la Marine royale qui nous a tractés pour nous ramener vers un port le plus proche.
Mais pour vous dire la force des courants qu'il y avait à ce Oui. moment-là, c'est que pendant 1 heure et demie, il nous a tractés. Et je regardais sur le littoral, il y avait un minaret d'une mosquée. Pendant une heure et demie, on n'a pas avancé d'un poil, malgré les 3 moteurs 75 chevaux qu'avait le cormoran. On n'avançait pas, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait une force très, très forte. Et on aurait pu, là aussi, Il laissait votre peau. ouais, encore dans la mer, encore. Ouais. Tous. Ouais. Et tu as eu beaucoup de chance. Mm. Et ça ne t'a pas empêché d'aimer la mer, parce que dans Mon Invisible, comment Mm. tu décris la mer, et comment aussi tu parles avec beaucoup d'amour du Maroc, Mm. des villes comme Dakhla que tu as Mm. visitées, tu en parles avec beaucoup d'amour, de passion et de poésie aussi. Mm. Oui, D'ailleurs, depuis que tu es arrivé en 89 au Maroc, Mm. c'est un pays, je pense que tu ne veux plus quitter. Ah bah, c'est ce que je dis. Moi, c'est la terre de mes enfants et c'est mon pays d'adoption. C'est un pays extraordinaire et les gens sont extraordinaires d'abord. Déjà, bon, c'est là j'ai rencontré mon épouse qui m'a Oui, accompagné pendant 35 ans avant de disparaître il y a une quinzaine de jours. ouais, Et ouais, c'est ouais, larmes. oui, Et c'est un pays que j'adore. Et c'est, comme je dis, il y a une richesse extraordinaire. Il y a de très bonne gastronomie aussi, ça se voit. Comme je dis à chaque fois, 35 ans de Maroc, 35 kilos, donc 1 ouais. kilo par année. Il y a des paysages extraordinaires. Darla, effectivement, oui, c'est pour moi une terre bénie de Dieu, quoi. C'est un mélange entre le sable et l'eau. On ne sait pas, il y a qui Oui, va manger l'autre. Et ouais, il y a un équilibre des forces, extraordinaire. C'est c'est vrai, incroyable, c'est c'est vrai, incroyable. c'est vrai. Alors, dans Mon Invisible, Mm. il n'est pas question uniquement de ton voyage, de ton travail de journaliste, etc. Mais il y a des valeurs auxquelles tu crois, Karim, et que tu défends. Par exemple, tu es scandalisé, outré par les attentats, hein, Mm. de Casablanca, Mm. Mm. où là aussi, tu l'as échappé belle Mm. parce que tu fréquentais la Casa d'España. Oui, Et ce soir-là, on n'y est tu pas allé. devais, On devait y aller. voilà, tu Avec, devais y aller on avait justement. les enfants, quelqu'un avait une amie qui avait pris les enfants, c'était Laïd Mouloud. Mmh. Elle avait pris mes 2 filles en week-end et elle a insisté pour qu'on vienne les rejoindre. Mmh. Et mon épouse elle a dit non, on va d'abord à la Casa d'Espagnol, on les rejoindra samedi. Mmh. Et elle a vraiment, vraiment, vraiment insisté. Et bon, finalement, on a pris le dernier train qui partait vers El Jadida. Mmh. Et que rend bien nous fasse parce que à 10 heures, je me souviens, on m'a appelé, dit Karim, t'es où? J'ai dit, je suis à Sidi Bouzid. T'as vu la télé? J'ai dit non. Regarde tout de suite. Alors, on s'est mis sur Euronews, je me souviens à l'époque. Et là, on voit les attentats et tout ça. Et j'appelle les copains, ça répondait pas. Des téléphones. Ouais. Patrice Carozan, qui était un ami avocat. Il y avait Miguel, qui était vice-président de la Casa d'Espagne. Personne ne répondait. Et pour cause, ils avaient été assassinés lors de cet attentat à la Casa Ouais, d'Espagne. c'était terrible. Et ça a été une nuit de cauchemar. J'ai pas dormi pendant 2 nuits. Mmh. Et je me souviens que je suis rentré à la Casa d'Espagne juste après la visite de Sa Majesté. Mmh. Et avec l'équipe de deuxième, je suis rentré et des images d'horreur. D'horreur. Et ça, je pardonne pas. Ouais. Ça, je pardonne pas. Le fanatisme, quel qu'il soit, Mmh. c'est vraiment le mal incarné sur Terre, quoi. Ouais. Et donc, je suis impitoyable pour ces genres de Ouais. personnes. Ouais. Je lâche pas. J'adhère, Oui. j'adhère complètement, Mm. c'est vrai. Alors, j'aimerais revenir sur ta conversion, à l'islam. Qu'est-ce que cette religion a pu t'apporter? Ah, bah déjà, une profonde réflexion sur moi-même, un véritable apaisement. Comme on dit, c'est la religion du juste milieu et c'est tout à fait pour moi la bonne définition. C'est un bon équilibre si on suit les préceptes de l'islam. Mmh. C'est un très bon équilibre pour l'esprit, pour le corps, c'est que du bénéfice pour l'homme. Et puis pour les hommes aussi, parce qu'il y a ce côté solidaire que j'avais perdu un petit peu dans la religion catholique à laquelle j'étais initié au début. Mmh. Et je trouve qu'il y a beaucoup plus d'engagement dans l'islam. C'est peut-être plus rigoureux aussi, hein, demande peut-être plus d'efforts. Je pense au mois de Ramadan, par exemple, j'en ai fait Ouais. pas loin de 22 ou 25, je ne comptais pas, mais j'étais obligé d'arrêter pour des raisons de santé. Mais franchement, j'avais beaucoup d'épanouissement pendant le mois de Ramadan. Même si c'était dur les premiers jours, Ouais, j'imagine. j'ai trouvé beaucoup d'énergie en fait. Je trouvais beaucoup d'énergie, il fallait que je m'occupe et je trouvais que c'était vraiment c'est un mois béni.
C'est un mois où on se remet en réflexion, on réfléchit un petit peu sur le cours de sa vie, ce qu'on attend du futur, et je trouve que oui, c'est des moments de réflexion qui sont très importants, oui. Écoute, Karim, c'est un parcours extraordinaire Mm. et inspirant, d'autant plus que c'est le concept même de l'émission et du podcast, je veux dire, Ondes Positives, c'est de pouvoir donner aux jeunes l'occasion de regarder ou d'avoir un regard sur le parcours de quelqu'un qui a réussi. Et je pense que ton parcours, qui est riche et extraordinaire, va certainement inspirer beaucoup de jeunes qui regardent ce podcast ce soir. Alors j'arrive au quiz fan Mhm. du podcast. Mhm. Ça va aller vite, Karim. Alors le matin, Karim, il se réveille avec une actu explosive ou un petit déj simple? Ah, le matin, d'abord un café et 2 toasts grillés. Ça, c'est la première des choses. D'accord. Voilà. Mais l'actu, en fait, je l'emmagasine le soir déjà, donc elle est déjà dans mon esprit. Je suis déjà un peu au courant de ce qui se passe, Mhm. et je check en même temps que je prends mon café, je check un petit peu les dernières nouvelles. Tout à fait. D'accord. La personnalité que Karim aimerait rencontrer, interviewer, vivante ou disparue? Ah, là, c'est une bonne question. Il y a tellement de grands hommes. Oui. Certainement un grand humaniste. J'aimerais bien rencontrer un grand humaniste, mais lequel, je sais pas. Je sais pas. Montaigne? Ah, je dirais le plus Il est haut. loin, hein. Il Ouais, est si loin celui-là. je sais pas, mais il y a certainement quelqu'un qui Un a humaniste, un on humaniste, va ouais. dire. Ouais. D'accord. Le moment le plus stressant de ta carrière, que ça soit à la radio, ou à la télé, si tu t'en souviens? Le moment le plus stressant, Oui. certainement à la télé, oui, il y a eu pas mal, des pannes de prompteur, en plein direct, par exemple. Waouh! Faut improviser. Ouais, Oui, c'est arrivé, oui, sur des journaux, surtout à l'époque, je présentais le journal, il y avait des activités royales, faut pas se louper. oui, Et quand le prompteur tombe, ouais, l'écran devient noir, bon, on a des feuilles, le temps de retrouver les feuilles, bon, il y a un coup de stress, c'est c'est important, sûr, ouais. bien Mais sûr. c'est formateur aussi, on se prépare pour ça. Ouais. Une phrase culte que tu as fait sortir un jour à l'antenne et qui te fait sourire aujourd'hui? Ah bah, je l'ai évoqué tout à l'heure, hein. 2M, la chaîne du sport. Je prenais soin à faire ça sur les bandes annonces, oui. Mais il y a une autre phrase culte que je vais reprendre par Oui, rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est dans une interview, parce qu'on parlait tout à l'heure des personnes interviewées. Je oui. me souviens d'avoir interviewé un jeune surfeur, plutôt un kitesurfer, à Darla. Je l'avais rencontré. C'est Titi Amada. Et c'est un jeune qui s'est fait tout seul, hein. Il vendait des t-shirts sur la Mmh. plage à Agadir, tout ça. Et il a monté le premier kitesurf, kite shop à Darla, en vendant ses petits t-shirts comme ça. Et puis il s'est acheté sa première planche. Il a fait 14e à la Coupe du Monde à l'époque. Et il avait dit une petite phrase. J'ai dit, t'as que 19 ans, déjà t'es patron d'entreprise. Je dis, comment tu fais? Il dit, celui qui veut cherchera toujours les moyens. Celui qui veut pas cherchera toujours les excuses. Oh, Et ça, je une pense que c'est belle un beau citation. message à faire passer à Oui, la jeunesse marocaine. exactement, Ouais, voilà. exactement, bravo. Alors, Karim, Droné, si tu n'étais pas journaliste, tu serais, quoi, qui, Ah bah, je ce serais mort, soir? je serais mort. Non, La passion, quoi. ah ouais, c'est vraiment une passion. Musicien, hein? Tu Ah oui, j'aurais adorais la bien aimé, musique, ouais, hein? j'aurais bien aimé une rockstar, ouais, mais j'ai pas de Ouais. voix. Si, tu as une belle voix, tu Oui, as mais une pas belle pour voix. chanter. Le plus grand scoop de Karim, Droné? Ah, alors ça, je pense que ça a été l'interview avec peut-être Robert Broussard, qui était le chef de l'anti-gang. C'est le monsieur qui avait éliminé Jacques Messrine, l'ennemi Oui, public ouais, numéro un. ouais, Et il y a eu ça me une dit. prise d'otage au palais de justice de Nantes. Mmh. Il y avait même un Marocain, je pense, qui était impliqué dans cette prise d'otage. D'accord. Et finalement, il y a eu un dénouement heureux de cette prise d'otage, mais tous les médias du monde étaient venus. Je me souviens qu'il y avait une chaîne américaine, ABC, je pense, dont le caméraman avait reçu même une balle dans l'objectif de la caméra. Donc c'était assez Mmh. chaud. Et j'ai réussi à avoir son interview en exclusivité après la libération donc, des otages. Ouais. Il dit, j'ai fait une interview ce matin avec France Inter, j'en fais une avec vous, après c'est terminé. Donc c'est presque, oui, c'était un scoop pour la région, c'était un scoop, ouais, l'interview avec Sûr. Robert Broussard, ouais. Un mot, un mantra, une citation que Karim répète avant de rentrer,
travaillé, que ce soit à la radio ou avant à la télé. Que Dieu me donne la force de passer une bonne journée. Voilà, Voilà. belle prière. Mm. Un message que tu aimerais faire passer ce soir aux jeunes qui souhaiteraient percer dans le journalisme. Ben, je reprends la petite phrase de Titi Amada. Celui qui veut cherchera toujours les moyens, celui qui ne veut pas cherchera les excuses. Il faut être persévérant, il faut avoir le Exactement. courage et tous les rêves sont possibles. On peut réaliser tous ces rêves quand on le veut. Quel message, quelle émotion tu aimerais que les lecteurs qui vont lire Mon Invisible retiennent? Que nous sommes sur une terre, nous sommes aussi la terre, puisque tout ce qu'il y a sur cette terre est en nous, et que il y a des harmonies à respecter, et que l'on respecte, qu'on se respecte d'abord soi-même, qu'on respecte les autres, et qu'on respecte notre environnement, tout est lié. Karim, qu'est-ce que tu aimerais dire ce soir à tes 2 charmantes filles? Courage, persévérance, et elle est près de nous. Et que Dieu te les garde. Mon cher Karim, merci beaucoup pour ce moment de lucidité, d'échange. Merci d'avoir accepté de jouer le jeu, de nous parler de ton parcours si riche et qui va certainement, bien sûr, inspirer beaucoup de jeunes. Merci encore une fois. Merci à toi, Nordine, c'est un Pour plaisir. ta générosité, ta disponibilité. Je me souviens quand je t'ai appelé, je me disais, est-ce qu'il va accepter, est-ce qu'il aura le temps? Mais tu as accepté sans hésiter. Merci encore une fois, cher ami. C'est avec grand plaisir. Quant à vous, je vous dis au prochain épisode d'Ondes Positives. D'ici là, prenez soin de vous et rappelez-vous aussi, d'autres l'ont fait. Vous aussi, vous en êtes capable. Merci à tous les followers qui nous suivent depuis le monde entier, notamment du Canada, la France, l'Angleterre, mais aussi de l'Arabie Saoudite. Merci beaucoup. Je tâcherai de traduire en anglais le podcast. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne soirée. Merci Karim. Assalamu alaikum. Merci.